Famille, que la paix soit sur vous. Toujours un honneur, bonheur de vous retrouver, vous m'avez manqué. Je sais, vous nous avez rempli notre messagerie pour nous dire que je n'étais pas assez présent ces derniers temps. Vous m'excusez, on est au charbon. Et comme vous le savez, le combat est sur plusieurs dimensions, dans plusieurs dimensions, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une arme plus que jamais réelle pour lutter contre nos adversaires qui contrôlent le système dans lequel nous vivons, que ce soit en Afrique ou au sein de la diaspora. Je vais être très présent dans les jours à venir sur les réseaux pour la simple et unique raison que vous nous le demandez. Et quand le peuple le demande, je me dois d'être présent, d'accord ? Je vous laisse le temps de vous connecter. Donc connectez-vous, on va parler aujourd'hui de ce qui se passe au Congo dans ses multiples dimensions et ce qui se passe à l'Est de manière globale. Il y a trop de choses à évoquer. Et donc je vous laisse vous connecter et après on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien de votre côté. Je ne sais pas en ce qui concerne la chaleur. Je reçois des messages de gens qui me disent en ce moment il fait trop chaud, etc. En Afrique de l'Ouest, il y en a qui me disent aussi en Afrique centrale que c'est pas facile. Dans la diaspora, il y en a qui me parlent de canicule. Alors je leur dis toujours que la canicule est relative. Si vous retournez au pays, vous allez voir que ce qu'on appelle canicule là-bas est le pain quotidien ici. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous aime profondément. Toujours penser, honneur et mérite à nos aïeux méritants qui plus que jamais se sont battus contre l'impérialisme, mais aussi contre les traîtres à l'intérieur de nos rangs, d'accord, qui pendant qu'ils luttaient contre le système se faisaient attaquer par des gens qui enviaient en réalité leur place. On les connaît, c'est cyclique, le temps ne change pas, mais ils seront comme toujours balayés parce que c'est le cycle de l'histoire. L'histoire les mettra toujours à la place qui est la leur. Moi aussi, je t'aime tellement, je vous aime tellement, je vous aime tous fort. Je ne sais pas si vous m'entendez, les fenêtres sont ouvertes parce que justement, il fait très chaud, d'accord ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, dites-le moi. On va parler en tout cas, c'est important qu'on se penche un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, sur la RDC. Parce que malheureusement, lorsque l'on parle des problématiques du continent africain, on ne parle pas suffisamment. À mon sens, nous on en parle. Personne ne pourra venir se lever devant moi et me dire que nous ne parlons pas de la RDC. Au moment où même ce n'était pas à la mode, nous parlions de la RDC, nous le ferons toujours. Malheureusement, je trouve que dans le cadre de la lutte pour nos questions de souveraineté, la RDC est souvent une thématique oubliée. On ne peut pas évoquer évidemment la problématique du génocide au Congo sans être dans une démarche de comprendre déjà le découpage colonial. Parce que quand le colon est arrivé, ce qui a abouti à la conférence de Berlin, il a découpé les espaces en ne tenant pas compte des peuples qui y vivaient, en fonction de ses propres intérêts qui étaient liés à l'ère du monde moderne dans lequel nous vivons, en l'occurrence l'ère du matérialisme, l'ère où vous êtes prêt à mourir pour une pierre, l'ère où vous êtes prêt à mourir, ce qu'on appelle les minerais précieux. Des gens qui sont prêts à donner plus de valeur à des minerais qu'à des êtres humains. C'est la civilisation du monde moderne dans laquelle nous vivons. Et donc ils ont découpé le pays en fonction de ces réalités, en fonction des ressources qu'il pouvait y avoir. Et en ce sens-là, le Congo est un braquage à ciel ouvert. Parce que c'est probablement le pays ou l'un des pays qui réunit le plus de ressources minières dans l'entendement, en tout cas, du monde moderne. J'ai envie de dire, c'est... Le Congo, s'il devait avoir une bijouterie qui devait être ramenée à la notion d'un pays, le Congo tel qu'il a été découpé est la définition, c'est important ce que je dis, la définition de la bijouterie au sens des ressources minières qui sont le plus regroupées. Le colon n'a pas simplement découpé un pays, il n'a pas été simplement dans une dynamique de ajuster les frontières. Il a fait en sorte aussi de s'adapter à la mentalité de certaines familles, tribus, d'accentuer les tensions pour monter les unes contre les autres, toujours dans cette logique, puisque le colon sait qu'il est faible, mais il sait que quand il pousse les Noirs à se battre entre eux, le colon est fort. Et comme certains d'entre nous sont bêtes, ils tombent malheureusement dedans. C'est de ça dont il s'agit. Le colon a accentué les tensions entre telles ethnies et telle ethnie. Il a fait croire à certaines que certaines ethnies étaient meilleures que d'autres.
Il a poussé les unes qui déjà avaient un sens, pour certaines, de la guerre, un sens de l'autorité dans leur perception du monde, à penser qu'elles étaient meilleures que toutes. Et il les a orientées dans un processus d'aliénation qui dépasse l'entendement, afin que certaines entités deviennent les proxys des intérêts coloniaux. Alors quand je dis ça, il est très important de préciser que je ne suis pas en train d'être dans une logique d'essentialiser, parce que c'est aussi un drame qui existe à l'heure actuelle dans la région des Grands Lacs. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on finit par essentialiser et donc astreindre chaque être humain à la résidence de sa tribu, de son ethnie. Je condamne cette démarche-là, nous ne nous en sortirons jamais comme ça. Mais il y a une réalité. Quand on regarde ce qui se passe à l'est du Congo, avec l'oligarchie du côté du Rwanda, et je précise bien l'oligarchie, pas les Rwandais, pas les Tutsis dans leur ensemble, et je demande à ceux qui nous suivent de ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'il y a, il y en a plein qui m'écrivent, des Tutsis qui sont opposés au régime de Kagame et qui condamnent ce qui se passe du côté de la RDC. Il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Donc ne me faites pas tomber dans un piège ou dans un autre. Il y a des bons de chaque côté, il y a des traîtres de chaque côté, il y a des traîtres nombreux en RDC et il y a des traîtres nombreux du côté aussi du Rwanda. Ça, c'est la réalité des faits. Mais Paul Kagame, qui pendant des années a été présenté comme le champion du développement africain, où son pays était une vitrine, soi-disant, de la modernité à l'africaine. Comment s'est construit justement cette vitrine de la modernité? En passant un accord entre l'oligarchie rwandaise et l'oligarchie occidentale, pour que Paul Kagame et ceux qui suivent ce dernier, d'accord, puissent opérer en finançant des milices telles que le M23, le pillage des ressources minières, le vol, la destruction, l'assassinat, le viol, en estimant que ils ont tout à fait le droit de récupérer justement ces ressources-là. C'est de ça dont il s'agit. C'est important qu'on le dise. Si on ne le dit pas, on ne pourra pas aller dans la vraie direction, on ne pourra pas aller dans la bonne direction, on ne pourra pas aller dans la vérité et dans le cadre de l'élévation. Paul Kagame est devenu le proxy, c'est d'ailleurs un des grands amis de Tony Blair, est devenu le proxy des intérêts anglo-américains et israéliens du côté de la région des Grands Lacs. Quels sont ceux qui sont les plus grands fabricants justement de téléphones, etc., etc. Quels sont ceux qui, de manière générale, se servent des minerais que l'on trouve du côté de l'Est de RDC pour pouvoir gonfler les chiffres d'affaires de leurs multinationales? On les connaît tous. Et Paul Kagame, en faisant la basse besogne, a évidemment des bakchiches qui lui retombent et qui lui permettent justement d'asseoir son pouvoir, d'asseoir sa légitimité et de charmer certains Africains noyés dans l'amour idiot du matérialisme et qui voient donc dans le Rwanda un pays modèle, un pays développé, un pays avec des infrastructures qui n'a rien à envier à l'Occident. Malheureusement, le problème de certains des nôtres, c'est qu'on n'aime pas être dans la logique de la déconstruction analytique quand on voit l'Occident louer, louanger systématiquement un dirigeant. On dit « Ah, mais oui, c'est développé, regardez, ça ressemble à l'Occident. » Et donc certains d'entre nous sont contents. Paul Kagame, dire que c'est quelqu'un qui n'a pas développé son pays, tout dépend d'ailleurs de quel cadre on parle quand on parle du développement. Hein, ça aussi, je pense que ça mérite une réelle et une véritable réflexion. Bien évidemment qu'il a développé son pays. La question n'est pas est-ce qu'il a développé. La question est comment il a développé. La question est qu'est-ce qu'on appelle développement. Et la question est est-ce que l'on peut parler de développement quand vous construisez votre maison sur un cimetière? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, on ne peut pas parler d'autre chose que d'un cimetière à ciel ouvert où on enterre des gens vivants. On détruit leur corps, on détruit leur âme, on éradique, on assassine, on tue des gens. Et toutes ces personnes qui font cela sont instrumentalisées par des lobbies qui, par la suite, font croire qu'ils sont inquiets de la situation. Oh, qu'est-ce qui se passe en RDC? Il faut arrêter les massacres. Mais ceux qui vous disent qu'il faut arrêter les massacres, que ce soit les charlatans de l'Union européenne, que ce soit les charlatans du côté des États-Unis, sont ceux qui ont placé Kagame là où il est. Et ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, sur la place publique, trop peu osent le dire. C'est de ça dont il s'agit. C'est cette réalité que les gens ne veulent pas qu'on évoque. On le murmure entre nous, mais la réalité des faits est là.
Paul Kagame ne symbolise pas et ne résume pas le Rwanda. Il y a des gens extraordinaires du côté des Tutsis. J'en connais beaucoup. Et je n'accepterai jamais qu'on essentialise en disant que tous les Tutsis sont des pro-Kagame. C'est faux. Il y a une forte opposition à Paul Kagame au Rwanda. Mais malheureusement, il a construit un État répressif, extrême, où quel convoi qui se lève pour dénoncer justement ces dérives est incarcéré, pourchassé et parfois même empoisonné ou assassiné. La réalité des faits se trouve là. Oui, il faut qu'on puisse le dire. Ce qui se passe en RDC est le fruit des multinationales, en concubinage incestueux avec l'oligarchie du côté du Rwanda. Et malheureusement, la RDC, parce qu'il est hors de question de présenter un gouvernement victime et un gouvernement agresseur, pendant trop d'années, la RDC, qui était sous l'influence de l'oligarchie du Rwanda, n'a fait que suivre le script pour lequel elle a été engagée. Que ce soit Kabila ou même Félix en début de mandat, puisque nous savons très bien que Félix, lorsqu'il gagne les élections, c'est avec l'aval de Kabila, parce que Kabila voit en Félix quelqu'un qui, en étant élu, ne lui posera pas trop de problèmes. Parfois, le problème, quand vous pensez que quelqu'un est complètement débile, c'est que celui qui vous pensez trop bête peut toujours vous surprendre en ayant de temps à autre des sursauts d'intelligence et il peut vous piéger. Donc ça aussi, il faut réfléchir à cette situation-là. Toujours est-il que, vers la fin de mandat, Félix Tshisekedi, soit de manière patriotique, soit de manière opportuniste, peut-être en vue des prochaines élections, c'est lui qui sait, a secoué cette question après avoir, pendant le début de son mandat, servi complètement la tasse de thé à Paul Kagame, suscitant le dégoût, le vomi d'un certain nombre de Congolais. Il faut aussi qu'on puisse le dire. Félix est mon frère, nous connaissons personnellement, mais ça ne m'empêche pas de dire exactement les choses telles que je les pense. Est-ce que, aujourd'hui, quand Félix décide d'attaquer Kagame, il le fait parce qu'il veut être dans une logique de complètement recouvrir, retrouver la souveraineté de son pays? Nous l'espérons. Ou bien s'agit-il de la question des alternances fonctionnelles, où on voit que la marionnette Kagame, qui a fini par prendre beaucoup de poids, finit par écouter un peu moins ses maîtres occidentaux et décide de vouloir, de son côté, varier les alliances, ce qui peut peut-être déplaire à l'oligarchie occidentale, qui soudainement voit en Félix Tshisekedi quelqu'un qui pourrait être un parfait allié, malléable, à l'écoute, et par conséquent, celui qui était présenté comme le Messie finit par être présenté comme le mauvais par les mêmes systèmes qui l'ont pourtant placé au pouvoir. Ça aussi, ça mérite, je pense, une réflexion de fond. Toujours est-il que ce qui se passe en RDC est le problème de tous les Africains. Je sais qu'il y a certains ignorants qui vont dire chaque pays, chaque réalité. Non. Déjà, les pays qui sont la fabrication de la conférence de Berlin ne m'intéressent pas. Et chaque pays africain où notre peuple souffre, c'est la préoccupation de tous les membres de notre peuple de manière générale. La RDC souffre le martyre. La RDC saigne de toute son âme. Et ce qui se passe à l'Est doit être le problème de tous les Africains lucides, de tous les Africains conscients, de tous les Africains qui sont dans une démarche d'élévation. Ne regardez pas la RDC avec des jumelles. Regardez la RDC en tant qu'Africains qui, lorsqu'ils voient d'autres Africains se faire éradiquer, comprennent qu'en réalité, c'est leur propre sort qui est en train de se jouer. Méditez, cogitez. L'urgence panafricaniste avec son antenne et fortifie Lushima. Nous sommes en train de, et la sœur Maud Salomé Ekila, nous sommes en train de penser à des actions sur la scène internationale pour soutenir la RDC. Parce que si on laisse ce drame se passer, ça n'ira pas. Mais je demande à tout le monde, ne tombez pas dans le piège dans lequel l'oligarchie veut que l'on tombe. Parce que l'oligarchie aime les guerres verticales, mais pas la guerre horizontale. Le jour où le prolétariat au Rwanda et le prolétariat au Congo va se retourner contre les marionnettistes qui jouent les gentils, les outrés, alors que ce sont les uns qui ont placé les autres pour pouvoir piller ce qui se passe à l'Est, le jour où on se retournera contre les marionnettistes, l'histoire sera réglée. La réalité, elle est là. Et
Et au fond de vous, vous le savez. Méditez. Réfléchissez. Le sort de la RDC, c'est le sort de tout homme et femme noir qui veut reprendre en main sa destinée. Ne nous laissons plus avoir par les guerres sous proxy. On vous met un noir devant. Frantz Fanon avait dit qu'il arrivera une période où le néocolonialisme, ça sera le noir qui agira comme l'outil du colonialisme, et le colon, le véritable maître, sera en arrière-salle. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je sais que je dis ça dans un pays où les services du président Talon sont les services secrets de Paul Kagame, tout le monde le sait, mais je dirai toujours ce que je pense. Mon protecteur n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Et personne ne peut l'atteindre, si vous voyez de quoi je parle. Ils finiront par comprendre. C'est une première séquence. Nous reviendrons. Prochaine allocution ce week-end sur le Sénégal. Grosse annonce qui va être effectuée à ce sujet aussi. Parce qu'on ne va pas laisser les nôtres se faire piétiner par le régime irrespirable de Macky Sall. On vous aime. À plus tard.